l'arrêt Pelletier, rendu par le tribunal des conflits le 30 juillet 1873. S'il y a des grands arrêts au Gaja, ils le sont tous, ils sont tous essentiels. L'arrêt Pelletier, c'est l'arrêt essentiel en matière de responsabilité pour faute. On sait qu'avec l'arrêt du tribunal des conflits de 1873, l'arrêt Blanco, on a admis que l'État puisse être responsable du fait des dommages causés par une activité de service public. On a admis ce principe, c'est clair. Mais la question qui se pose dans l'arrêt Pelletier, en 1873 encore une fois, c'est la question suivante. Qui est-ce qui paye? Je voudrais, avant d'arriver sur les faits, bien expliciter le questionnement qui doit nous guider dans la compréhension des faits de l'arrêt Pelletier. L'administration, c'est quoi? Ce sont des agents, des hommes et des femmes. Imaginez un agent de police qui est là dans une opération de dispersion d'une manifestation, opération de police administrative, qui relève du juge administratif. Votre agent fait usage de sa matraque et tape sur un manifestant. Il est blessé, ce manifestant. La question qui se pose, c'est si tant est que l'administration soit responsable, c'est-à-dire si tant est qu'on puisse engager pour faute la responsabilité de l'administration. Qui va payer? Est-ce que c'est l'agent qui doit payer sur son patrimoine propre? Ou est-ce que, après tout, c'est l'administration qui emploie cet agent qui doit répondre des dommages? Vous voyez bien que la question ici, qui est une question de contribution à la dette, est une question qui tout de suite fait écho à ce que les étudiants civilistes connaissent, à savoir la responsabilité du commettant du fait de son préposé. La question s'est posée très tôt en jurisprudence, j'insiste, l'arrêt Pelletier date de 1873. Pourquoi est-ce qu'elle se pose très tôt? Parce que on se souvient de quoi? Que la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor de l'an 3 nous ont dit quoi? Le juge judiciaire ne peut pas troubler, de quelque façon que ce soit, le fonctionnement de l'administration. Vous voyez donc que, historiquement, on considérait que le juge judiciaire ne pouvait pas juger les agents. Il ne pouvait pas juger les agents et du coup, il ne pouvait pas engager leur responsabilité, sauf à avoir l'accord du Conseil d'État. Ce qui avait conduit à une situation d'irresponsabilité des agents. Qu'est-ce qui va se passer sous la Troisième République? Sous la Troisième République, eh bien, on va décider d'abroger ce que l'on appelait donc cette garantie des fonctionnaires. Ça signifie quoi? Si on applique en toute rigueur cette loi du 19 septembre 1870, qui en son article 75 vient supprimer cette idée que pour poursuivre un fonctionnaire, il faut l'autorisation préalable du Conseil d'État, ça signifierait alors que les fonctionnaires, quand ils commettent un dommage à l'occasion de leur fonction, ils peuvent voir leur responsabilité engagée devant le juge judiciaire. Vous voyez bien que ça pose un énorme problème. Si tu dis que ton agent de police qui disperse une manifestation, chaque fois qu'il cause un préjudice, il va devoir en répondre sur son patrimoine. Qu'est-ce qu'il fait la semaine d'après? Quand il va au travail, il va ne rien faire. Il va dire, moi, je suis désolé, moi je disperse pas la manifestation, je recours pas à la force, car je crains que ma responsabilité ne soit engagée. Vous voyez que la question, c'est où on place le curseur. Quand est-ce que c'est l'agent qui doit payer? Après tout, imaginez l'agent de police maltraitant un manifestant de manière absolument inadmissible. Et quand est-ce que, de l'autre côté, c'est l'administration qui soit payée. Votre agent de police dispersant le manifestant, et malencontreusement, alors même qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, son métier, le manifestant tombe, est blessé, on se dit c'est fautif, il faut réparer. La question c'est où plaçons le curseur? L'arrêt Pelletier vient éclairer cette distinction en consacrant, et je crois que c'est la première idée à avoir, la distinction entre faute personnelle et faute de service. Et je dirais que tout étudiant qui apprend l'arrêt Pelletier doit se dire Pelletier, distinction entre faute personnelle
et faute de service. Alors, pour comprendre, une fois que le contexte de l'affaire est bien mis en avant, je crois qu'il faut se remettre sur les faits à l'origine de cette affaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons l'autorité militaire qui, dans le cadre du régime de l'état de siège, a décidé de faire saisir le premier numéro d'un journal. Vous voyez que, qu'est-ce qui se passe? L'éditeur, le propriétaire du journal, va dire, ce commandant qui a décidé la saisie de mon journal, je souhaite le poursuivre, engager une action en responsabilité. Parce que je pense que j'ai un préjudice qui est issu d'une action que je pense d'ailleurs illégale. Et il va devant qui? Il n'est pas idiot, nous sommes en 1873. Il nous dit, avant il y avait une garantie des fonctionnaires, donc voilà. Maintenant, depuis 1870, il n'y a plus de garantie des fonctionnaires. En clair, depuis 1870, rien ne m'interdit de poursuivre un fonctionnaire et de chercher à engager sa responsabilité devant le juge judiciaire. Et donc, en toute logique, notre propriétaire du journal cherche à engager la responsabilité de cet agent devant le juge judiciaire. Évidemment, vous voyez bien que ça pose problème. On va avoir le préfet, qui dans le cadre de la procédure de conflit positif, va décider d'élever le conflit. La question qui se pose alors, c'est est-ce que, effectivement, en abrogeant cette garantie des fonctionnaires, on a supprimé l'idée que un fonctionnaire ne puisse jamais être jugé devant le juge administratif? Est-ce qu'on a supprimé l'idée que jamais l'administration n'ait à répondre sur son argent propre des dommages qui auraient été causés par l'agent? Je crois que, une fois qu'on a dit, tout est clair. Oui, l'arrêt Pelletier va apporter une solution à cette question. Il va nous dire, c'est simple, il faut distinguer deux hypothèses. La première hypothèse, qui est l'hypothèse la plus simple, l'agent, effectivement, a commis une faute de service. Une faute de service, ça veut dire, c'est l'homme avec ses imprudences, sa légèreté, etc. Dans ce cas-là, qui doit réparer? Eh bien sûr, l'administration. Mais deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse où l'administration, à l'occasion de ses fonctions, a causé une faute personnelle. C'est-à-dire, cette fois-ci, on s'est détaché en quelque sorte de la fonction. Si c'est une faute personnelle, alors c'est le juge judiciaire qui est compétent, c'est l'agent qui doit répondre sur son propre patrimoine. Si c'est une faute de service, alors c'est très différent, c'est l'administration qui doit réparer. Voilà la base qui est distinguée. Si on a bien compris, l'arrêt Pelletier te dit faute personnelle, c'est l'agent, juge judiciaire, faute de service, c'est l'administration, juge administratif. Mais alors se pose la question suivante. Quand est-ce que nous sommes face à une faute personnelle et quand est-ce que nous sommes face à une faute de service? On peut dire que la faute personnelle a un caractère résiduel. En clair, une faute, si elle n'est pas une faute personnelle, est une faute de service. La faute personnelle correspond à deux hypothèses. Première hypothèse de la faute personnelle, c'est la faute qui soit a été commise en dehors du service, matériellement et ou juridiquement. Je voudrais prendre une hypothèse simple, un arrêt du Conseil d'État de 1954 d'Am Litzler, L-I-T-Z-L-E-R, le document qui vous est joint. C'est quoi? C'est très simple. Votre fonctionnaire, il n'est pas fonctionnaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Imaginez le fonctionnaire qui est là chez lui, en congé, et qui va molester un voisin. Il le frappe. Le voisin peut-il engager la responsabilité de cette personne? Oui. Est-ce que c'est une faute personnelle? Est-ce que c'est à l'agent de payer sur ses deniers propres devant le juge judiciaire comme un citoyen ordinaire? La réponse est oui, bien sûr. Parce que vous voyez ici qu'il n'y a rien à voir, mais absolument rien, avec l'idée du service.
Vous voyez ici que vous êtes dans un détachement matériel. On peut aussi avoir un détachement d'ordre juridique. Il faisait quelque chose qui n'a rien à voir avec ses fonctions. L'agent qui était en dehors de ses fonctions, qui venait juste de sortir du travail, qui n'est pas qui est éventuellement dans son trajet, et puis qui descend de voiture et qui moleste un autre conducteur. La faute personnelle, donc, peut correspondre, première hypothèse que j'ai évoquée, la faute qui se détache du service matériellement et ou juridiquement. La deuxième hypothèse de la faute personnelle, c'est la faute qui a été commise dans ou à l'occasion du service, mais qui va comporter une intention de nuire ou qui va présenter une gravité inadmissible. Je voudrais prendre ici un exemple que je trouve assez intéressant, l'arrêt Lebon du Conseil d'État de 1978. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Vous avez un professeur qui va finalement avoir des propos, des gestes déplacés. Oui, si je poussais le trait un peu plus loin encore, un professeur qui est pour ainsi dire pédophile et qui viole les enfants alors qu'il est sur son lieu de travail. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que cette faute est une faute de service? Est-ce que ça a à voir avec le service si on a ce type d'agent qui, dans l'exercice de ses fonctions, à l'occasion de ses fonctions, vous voyez bien que ça s'en détache. Cette détachabilité ici va signifier que alors, l'agent pourra avoir sa responsabilité engagée. Si je résume, l'arrêt Pelletier, rendu en 1873, est essentiel car il initie la distinction entre faute personnelle, jeu judiciaire, responsabilité personnelle de l'agent, et faute de service, juge administratif, responsabilité de l'administration qui l'emploie. Cet arrêt initie cette distinction qui va ensuite se complexifier et s'enrichir. Je le dis, et je vous invite à regarder les autres vidéos, dans l'arrêt Anguet en 1911, le Conseil d'État admettra que deux fautes, une faute personnelle et une faute de service, peuvent concourir à la réalisation d'un même préjudice. Ce qui signifiera alors toute une série d'options pour la victime. Dans l'arrêt Lemonnier en 1918, le Conseil d'État consacrera cette fois-ci le cumul de responsabilités. Un même fait, qui va occasionner un préjudice, pourra être considéré comme engageant en même temps les deux responsabilités. La responsabilité de l'administration et la responsabilité de l'agent.